on est parti pour 50 minutes de séance de neurostimulation. Je tiens à préciser tout de suite que je ne suis ni médecin, ni psychologue, ni psychothérapeute, ni thérapeute, ni tout ça, d'accord. D'ailleurs, Neurostim Institut et l'utilisation que nous faisons de la neurostimulation n'est absolument pas dans un but médical ou thérapeutique. Nous nous plaçons uniquement dans le domaine du bien-être des gens. Voilà. Je ne soigne personne, je n'ai pas de patients, je n'ai que des clients et j'aide les gens à se maintenir en forme psychologique. Voilà, c'est comme vous allez faire du sport à la salle de muscu à oxygène, à Aubenas, je leur fais un petit coup de pub, ça me fait plaisir, j'y vais, et bien vous venez entretenir et maintenir le bon fonctionnement de votre système nerveux avec de la neurostimulation. Alors bien évidemment, comme le sport a des effets indirects sur notre santé, c'est-à-dire si on fait du sport, on a plus de chances d'être en bonne santé, et bien effectivement la neurostimulation permet de mettre et de capitaliser un bon fonctionnement de notre système cérébral grâce à la pratique de la neurostimulation, et donc éviter, voire arranger certaines pathologies. Hein. Comme le sport, c'est vraiment c'est un sport cérébral, la neurostimulation. Je suis masseur-kinésithérapeute. J'ai connu la neurostimulation de bouche à oreille, en fait, par des gens qui en avaient été satisfaits, en l'occurrence mon épouse. Et puis, donc j'ai consulté à l'origine pour les troubles du sommeil, un sommeil récupérateur, une fatigue le matin, la tension nerveuse. Et donc voilà, donc j'ai fait peut-être 5 séances, quelque chose comme ça. C'était assez rapide. Mais dès les premières séances, les bénéfices étaient perceptibles. Donc j'ai fait juste quelques séances, mais elles ont été bien efficaces. Et donc en termes de tension, de fatigue, de qualité du sommeil, voilà, c'est pour ça que j'ai consulté Neurostim, et c'est vraiment les bénéfices que j'en ai récoltés. Ce qu'est la neurostimulation et d'où ça vient. Parce qu'effectivement, en 2014, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. En plus, si vous tapez par exemple neurostimulation sur Google ou un moteur de recherche, vous tombez sur des choses qui n'ont absolument rien à voir, notamment des appareillages avec des aiguilles qu'on plante dans le cerveau pour stimuler certaines zones, etc. Alors que ça n'a rien à voir. Nous, on travaille avec un casque et des lunettes, donc c'est vraiment pas la même chose. Alors, ça peut paraître très moderne, même nouveau hein, pour beaucoup de gens. Et si on fait un petit peu l'histoire de la neurostimulation, vous allez voir que la première date que je vais vous sortir, elle est assez surprenante. L'histoire de la neurostimulation, ça commence avec le physiologue Caton qui met en évidence la présence de courants électriques dans le cerveau humain en 1875, il y a presque 3 siècles. Très important de comprendre ça parce que ça veut dire que ça fait 3 siècles que l'homme étudie à la fois le cerveau humain et son fonctionnement. C'est en 1929 que M. Hansberger réussit à mesurer cette activité cérébrale. C'est-à-dire que M. Caton met en évidence que notre cerveau, quand il fonctionne, émet des courants électriques de très faible intensité, d'accord ? C'est d'ailleurs ces fameux courants électriques qui vont générer des ondes basses fréquences. Et c'est grâce à Hansberger, donc presque 60 ans après, qu'on réussit à mesurer cette activité électrique cérébrale, et grâce à un appareil qu'on connaît tous aujourd'hui qui s'appelle l'électroencéphalogramme. Donc c'est un appareil qui permet de capter les décharges électriques produites par le cerveau, et ces ondes cérébrales sont transmises à un appareil qui va effectuer un graphisme de ces ondes. Il faut savoir que le cerveau produit 5 ondes basse fréquence. On va les voir après et on va expliquer à quoi elles servent et comment ça fonctionne. Donc là, déjà 1930, 1929, 1930, Hansberger mesure cette activité, et à partir de là, j'allais dire la grande aventure de la neurostimulation va commencer. Pourquoi ? Parce que grâce à cette invention qu'est l'électroencéphalogramme, on va pouvoir d'abord mesurer les intensités des courants produits par notre cerveau, mais aussi on va pouvoir cartographier les états émotionnels des êtres humains. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que grâce à cet appareil, l'électroencéphalogramme,
M. Hansberger a montré qu'en fonction de l'état émotionnel dans lequel nous nous trouvions, à un instant T, notre cerveau va émettre plus ou moins de certaines de ces ondes. Alors ces ondes, elles sont au nombre de 5, comme je l'ai dit à l'instant, ce sont les ondes alpha, bêta, delta, θ et gamma. C'est comme ça qu'on les nomme, ça fait un peu scientifique, etc., mais ce sont leurs noms. Chacune de ces ondes a une fréquence particulière, entre 0,5 Hz et 4 Hz, entre 4 et 8 Hz, etc. Par conséquent, avec l'électroencéphalogramme, M. Berger démontre qu'en fonction d'un état dans lequel nous nous trouvons, le cerveau va produire plus ou moins de certaines de ces ondes. Un exemple, dans les années 50, le docteur Gray Walter découvre ce qu'on va appeler l'effet photique. Donc la racine du mot c'est le photon, c'est la lumière. Donc l'effet de la lumière. Et il constate que le cerveau réagit et répond aux stimulations lumineuses, comme aux stimulations sonores. Pourquoi faire? Pour aligner ses propres ondes cérébrales sur les fréquences des signaux lumineux qu'il reçoit. Parce que les sons, comme la lumière, se mesurent en Hertz. Alors, qu'est-ce que le Hertz? Le Hertz, c'est le rythme à laquelle une impulsion est produite. Par exemple, si je fais ça, je suis sur 1 Hertz, c'est-à-dire une impulsion par seconde. Si je fais ça, je suis sur 2 Hertz, et ainsi de suite. Donc quand on parle de 40 Hz, 60 Hz, c'est 60 pulsions en une seconde. Alors on se rend compte que le cerveau, eh bien, il réagit et il enregistre cette fréquence, si c'est 4 Hz, 8 Hz, 10 Hz, 60 Hz. Et naturellement, il y a un effet mécanique, chimique, physiologique, on ne sait pas, mais naturellement, instinctivement, notre cerveau va chercher à se caler sur les signaux qu'il reçoit, en fonction des objectifs pour lesquels les personnes viennent me voir. On commence d'abord par un premier rendez-vous, qui est un rendez-vous de verbalisation, un rendez-vous de discussion, d'échange verbal, qui dure 1 heure. Pendant cette heure, je vais poser une multitude de questions à la personne qui vient me voir, auxquelles elle n'est pas obligée de répondre, bien évidemment. Mais ça me permet de cerner la personne. Pendant cette discussion, la personne m'explique pourquoi elle vient me voir et quels sont les objectifs qu'elle a besoin ou envie d'atteindre. En fonction de son passé, en fonction de plein de paramètres que je suis obligé de prendre en compte et en considération, à la fin de cet entretien, je dis à la personne, eh bien, pour obtenir le résultat que vous voulez obtenir, par exemple, problème d'insomnie, par exemple, j'ai un problème de mémoire, etc., etc. Et en fonction de tout ce que j'ai décelé dans notre discussion, je lui propose de mettre en place un programme de X nombre de séances. La personne accepte ou refuse, bien évidemment. Et si elle accepte, on place les jours et les heures, on prend les rendez-vous pour placer les séances. Quand la personne vient effectuer ces séances, il est évident que la personne qui vient me voir pour un problème de mémoire ne va pas écouter, ne va pas entendre les mêmes sons basse fréquence que la personne qui vient me voir pour un problème d'insomnie. D'accord? Donc en fonction des problématiques que la personne rencontre et des objectifs qu'elle veut atteindre, on va travailler sur différents programmes. Pour information, il y a plus de 50 programmes qui sont dans la machine. Voilà. Et donc, dans chaque programme, on va travailler sur des fréquences différentes. C'est tellement précis qu'on travaille à 2 chiffres après la virgule. C'est-à-dire que, par exemple, je suis capable de travailler sur la fréquence dite onde de Schumann, qui est de 7,83 Hz. C'est très précis, 7,83 Hz. Qu'est-ce que c'est que cette fréquence de Schumann? Eh bien, en fait, 7,83 Hz, c'est la fréquence à laquelle résonne, vibre notre ionosphère autour de la Terre. Vous savez que la Terre est protégée par des rayons électromagnétiques, d'accord? D'ailleurs, souvent on voit la Terre avec des espèces de traits autour comme ça, hein, c'est le rayonnement électromagnétique de la Terre. Et à l'intérieur de ces rayonnements, il y a donc la ionosphère, et cette ionosphère est sur une fréquence de 7,83 Hz.
Cette fréquence de 783 Hz est tellement importante pour l'humain et pour les animaux, pour tout être vivant qui possède un cerveau, que très tôt dans les expéditions spatiales, et notamment dans la station Mir, la station spatiale qui est en orbite autour de la Terre, dans laquelle les astronautes vont passer des semaines et des semaines, eh bien, on a installé un boîtier qui génère un son basse fréquence sur 783 Hz. Parce que sinon, les astronautes ne pourraient pas rester aussi longtemps autour de la Terre. Ils deviendraient fous, ou ils déclencheraient certaines maladies psychosomatiques, etc. Donc, cette fréquence de 783 Hz, c'est vraiment très important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre cerveau émet ces 5 ondes basse fréquence, mais il ne les émet pas comme ça par hasard. En réalité, on a découvert depuis peu qu'il répondait à un signal. C'est pour ça que la neurostimulation fonctionne. C'est-à-dire, j'envoie un son ou une lumière sur une fréquence, et mon cerveau va se caler sur la fréquence pour répondre. Il le fait instinctivement, naturellement. Alors, un jour, on s'est posé la question de dire, mais quel est l'émetteur général qui fait que tous les cerveaux répondent sur la même fréquence? Eh bien, ça n'est autre que la Terre. La Terre, notre planète, émet des ondes basse fréquence qui sont sur les mêmes fréquences que celles de notre cerveau. Il y a un autre organe qui génère des ondes basse fréquence à très faible quantité, et là on ne sait pas l'expliquer pourquoi, c'est le cœur. Et là on ne sait vraiment pas expliquer pourquoi. Voilà. Donc il faut bien avoir conscience que notre cerveau est constamment connecté à notre planète. Dans beaucoup de cultures, les cultures amérindiennes, les Indiens, les autochtones en Australie, il y a plein de cultures comme ça où on explique aux gens que l'homme est connecté à la Terre. Pendant très longtemps, on a cru que c'était une vue de l'esprit, un principe philosophique, etc. Aujourd'hui, non, on sait que scientifiquement qu'on est vraiment relié à la Terre par nos ondes cérébrales. Il faut savoir que dans notre cerveau, il y a à peu près 100 milliards de neurones. Chaque neurone possède en moyenne 7000 à 10 000 synapses. Les synapses, c'est la prolongation des neurones et c'est ce qui permet de faire la transmission des informations. Ensuite, pour vous donner une idée, si on avait la capacité intellectuelle de compter 1000 synapses par seconde dans notre cerveau, si en une seconde j'étais capable de voir les 1000 synapses, il nous faudrait entre 3000 et 30 000 ans pour compter l'intégralité des synapses du cerveau. Donc c'est vraiment une machine qui est extraordinaire, ce cerveau. Le cerveau possède entre 1000 et 5000 milliards de cellules gliales. Les cellules gliales, ce sont des cellules qui sont un petit peu les techniciens de surface dans notre cerveau. C'est eux qui nettoient. Certains neurones peuvent mesurer plus d'1 mètre. Si on pouvait sortir un neurone puis le tirer comme ça. Il y en a qui mesurent plus d'1 mètre. La vitesse de l'influx nerveux, c'est-à-dire la vitesse à laquelle un neurone transmet une information à un autre neurone, peut dépasser les 4 km/h. Ensuite, il faut savoir que chaque cellule nerveuse peut être connectée à des milliers d'autres. Pour ça, il suffit qu'elles soient stimulées, ces cellules nerveuses. Alors c'est très important de comprendre ça, parce que pendant des années, on nous a fait croire que on venait au monde avec un certain nombre de cellules nerveuses, et puis qu'arrivé à un certain âge, ça commençait à diviser 1, et puis après on arrivait à la fin, et puis on avait quasiment plus de cerveau, quoi. Aujourd'hui, les recherches ayant bien avancé, on sait que c'est complètement faux. Cette théorie n'est plus du tout valable. Et on sait que le cerveau a une certaine plasticité, a une certaine capacité à s'adapter en fonction des éventuels handicaps qu'il pourrait rencontrer. Voilà. Et ça passe par donc la multiplication des connexions entre les cellules nerveuses. Et on sait aujourd'hui qu'en induisant certains signaux sonores et lumineux, on va pouvoir stimuler ces cellules nerveuses et elles vont pouvoir générer des nouveaux contacts entre elles. On se rend compte donc de l'impact que peut avoir le son et la lumière sur notre cerveau.
Donc c'est à partir de là, à partir des années 50, qu'on peut dire qu'est née scientifiquement la stimulation par le son et la lumière, et que nous appelons maintenant soit la stimulation neurodynamique, soit la neurostimulation. À la base, ce sont des recherches qui ont été effectuées essentiellement par les militaires. Il faut se remettre dans le contexte, 1950, comme je vous l'ai dit, en pleine période de guerre froide, post-deuxième guerre mondiale, les Américains et les Russes se sont partagés les cerveaux allemands, et notamment les Allemands faisaient de très nombreuses recherches sur les pouvoirs psychiques et le potentiel du cerveau. Donc les Américains ont récupéré beaucoup de connaissances là-dedans, et les recherches ont été faites, et notamment des recherches appliquées, donc des recherches faites avec et sur des êtres humains. Et là, on a découvert des choses un petit peu extraordinaires, à savoir par exemple que grâce à la neurostimulation, on pouvait augmenter la capacité de mémoire du cerveau de 400%. J'ai bien dit 400%. Voilà. Il y a des gens qui ont eu la capacité d'apprendre à parler le russe en 3 mois. On a fait plein de recherches comme ça, on s'est rendu compte que l'impact de la neurostimulation, donc l'impact des ondes lumineuses et sonores sur notre cerveau, était extrêmement important. À ce sujet, j'invite les gens qui regardent et qui écoutent ce petit reportage à aller sur YouTube et à faire des recherches concernant le projet HAARP, H-A-A-R-P, qui est un projet qui existe depuis maintenant plus de 20 ans et qui fait froid dans le dos. Voilà, ça touche les ondes basse fréquence, et il y a des explications qui sont très nombreuses et qu'il faut que les gens connaissent. Donc on connaît depuis presque 2000 ans l'effet photique de la lumière sur le cerveau. Pour le son, c'est un peu plus récent, mais instinctivement, les êtres humains ont toujours su que le son et la lumière pouvaient avoir des influences très importantes sur notre cerveau. Par exemple, lorsqu'on parle de chamanisme, lorsqu'on parle de rituels dans certaines civilisations, il y a toujours les instruments feu ou et lumière et son. Le son, c'est par les tambours. Par conséquent, les tambours qui sont utilisés dans certains rituels pour rentrer en transe, souvent sont des tambours qui produisent des sons sur des basses fréquences, et donc influencent l'état émotionnel des gens qui reçoivent ces sons, qui les entendent, qui les écoutent. Un peu comme les bols tibétains, un peu comme les bols de cristal. Sauf que là, c'était plus archaïque, parce que c'était un tambour. D'accord ? Mais instinctivement, ils vont trouver la bonne taille des tambours pour avoir le bon son qui met en transe. Donc on connaît depuis des centaines et des centaines d'années l'impact que peut avoir le son et la lumière sur notre cerveau. À la fin des années 60, des chercheurs, des scientifiques ont récupéré des résultats de recherche militaire sur la neurostimulation et ont décidé de voir ce qu'ils pouvaient en faire pour améliorer la vie des gens. Et c'est vraiment à partir de ce moment que des appareils ont commencé à être construits et que des recherches ont été mises en place pour développer le bien-être à travers la neurostimulation. Un neurone qui n'a pas de contact, un neurone qui ne rentre pas en contact avec d'autres neurones, il meurt. Alors ça, c'est très important à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a développé tout un arsenal de passe-temps qui lobotomise notre cerveau. La plus grande arme de destruction massive aujourd'hui des cerveaux, c'est la télévision. C'est-à-dire qu'on est passif, aussi bien physiquement que intellectuellement. D'accord ? Et en plus, on reçoit des informations via l'écran, parce qu'un écran de télé fonctionne sur un rythme. Un écran de télé, aujourd'hui, il fonctionne sur 100 Hz. Je pense que ça va parler aux gens. Je vous expliquerai après ce à quoi ça consiste. Mais ça veut dire que notre écran de télé envoie des informations à notre cerveau et le met dans un certain état, d'accord, d'excitation en fonction de la vitesse de transmission de la lumière pour voir l'écran, mais surtout dans un état végétatif parce qu'on est comme ça et on ne fait rien. Quoi. Donc, plus on regarde la télé, moins on fait de choses, moins on se sert de notre intelligence, etc. Et plus on a des neurones qui meurent. Donc ça c'est très important à comprendre. Pour qu'il y ait contact, il faut que le neurone soit donc utilisé et stimulé. C'est ce qui explique
les excellents résultats de la neurostimulation. Donc c'est dans les années 70 que les premiers appareils de neurostimulation tels que j'utilise aujourd'hui ont été fabriqués et ont commencé à faire leur apparition. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2014, en Europe et particulièrement en France, on découvre pour beaucoup la neurostimulation. Et comme vous venez de le voir, ça existe depuis plus de 40 ans. Mieux, c'est qu'au Canada et aux États-Unis, et dans d'autres pays, la neurostimulation telle que je la pratique ici est utilisée depuis plus de 40 ans et est utilisée maintenant dans des milieux hospitaliers et de cliniques. Voilà. Je crois que c'est important que les gens le sachent parce que ce qui paraît nouveau aujourd'hui chez nous fait partie des meubles, fait partie de la vie de tous les jours outre-Atlantique. Notre cerveau fonctionne avec deux hémisphères. Nous sommes programmés depuis tout petit à travers donc notre culture, nos croyances, nos religions, notre système social, etc., etc. Dès notre plus jeune âge, nous sommes programmés à fonctionner 80% du temps avec notre hémisphère gauche et 20% du temps avec notre hémisphère droit. Lorsque l'on fonctionne avec notre hémisphère gauche, on fonctionne de façon émotive. Nous sommes donc en réaction. Par conséquent, tout ce qui se passe et tout ce qui se déroule autour de nous nous affecte dans le sens affectif du terme. D'accord? Donc, je vais être témoin d'une dispute entre deux personnes. Je vais recevoir et me laisser imprégner d'une certaine forme d'émotion de cette dispute, alors que ça ne m'appartient pas. Donc, par conséquent, c'est d'autant plus fort lorsqu'il se passe des choses qui nous concernent. Nous sommes donc programmés pour être de véritables éponges émotionnelles. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça engendre beaucoup de frustration. Parce qu'à la fois, on nous programme pour être des éponges émotionnelles, mais à la fois, on nous inculque des règles et des règlements qui nous interdisent et qui nous empêchent d'expulser cette énergie psychique qui se génère quand on a une frustration. D'accord? Un exemple concret, dans la journée, combien de fois par jour, j'espère le moins souvent pour les gens qui nous écoutent, mais on a tous des jours avec, des jours sans, etc. Donc combien de fois par jour on rencontre des gens, ou on travaille avec des gens, ou on vit avec des gens à qui on a envie de dire un gros mot. Hein, le code de bonne conduite, l'éducation de mes parents, les codes sociaux, la bienséance, etc., m'interdisent de dire ça. Donc, si j'ai envie de le dire, mais que mon environnement m'empêche de le dire, ça me génère une frustration, ça me génère... Ouais, c'est chiant, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Bien, je vais être obligé de refouler cette énergie psychique-là qui va être présente, parce que cette frustration, elle génère de l'énergie mentale. Je vais être obligé de la refouler. Mais comme je fais ça depuis tout petit, j'accumule des frustrations, j'accumule de refoulements, d'accord? Mais on ne me donne aucun outil pour pouvoir laisser sortir tout ça. À savoir qu'il y a deux façons naturelles d'enlever ça, c'est d'enlever nos frustrations et tout ce qu'on refoule, c'est par le rêve ou le cauchemar, ou alors en pleurant. D'ailleurs, c'est très symbolique, quand on pleure, ça déborde, ça coule. Hein, parce que notre inconscient et notre subconscient, c'est comme un récipient. Et on en met dedans, mais il y a un moment donné où ça déborde quand il y a trop. Donc, soit on rêve ou on cauchemar, soit on pleure. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à travers la vie que l'on mène dans notre société de surconsommation, on rêve de moins en moins. Et on éduque nos enfants, hommes ou femmes, à travers des croyances qui nous empêchent de pleurer ou d'oser pleurer. Par conséquent, d'un côté, on nous formate l'esprit et notre façon de fonctionner pour qu'on soit de véritables éponges émotionnelles. D'un autre côté, on met tout en place pour nous laisser toutes ces émotions et toutes ces frustrations à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au bout d'un moment, l'esprit étant plein, rempli, et ne pouvant pas se vider naturellement, eh bien, on somatise. Et donc, l'esprit va chercher un moyen
de décharger tout ça à travers le physiologique. Ça donne des dépressions, des insomnies, des crises d'angoisse, des lombalgies, donc les mal de dos, les migraines, ça va, mais ça va très loin. Alors, on utilise donc à 80% du temps le gauche, à 20% le droit. Déjà, mathématiquement, il y a un déséquilibre. Hein, j'utilise 80 et 20, ça crée un déséquilibre. La neurostimulation, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, grâce à des informations que nous allons envoyer au cerveau, à travers le son et la lumière, eh bien, on va rééquilibrer les deux hémisphères. C'est-à-dire qu'on va donner au sujet la possibilité d'utiliser à 50-50 son hémisphère droit et son hémisphère gauche. Et puis, on va les synchroniser. C'est-à-dire qu'on va donner la possibilité au sujet de les utiliser tous les deux en même temps. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça donne à la personne la possibilité de prendre du recul sur les événements qui se déroulent autour d'elle, d'être beaucoup moins affectée donc, par tout ce qui se déroule autour d'elle, de ne pas être dans la réaction, mais d'être dans l'analyse pour pouvoir ensuite être dans l'action. C'est-à-dire j'observe, je comprends, j'analyse, et je mets en place un correctif. Alors que quand on est dans l'émotionnel, c'est je prends, je réagis, instinctivement presque. Et donc, souvent, c'est pas ce qu'il faut faire. Et ça ne permet pas de régulariser tout ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, de notre mental, de notre psyché, etc. Donc on va rééquilibrer les deux hémisphères, on va les synchroniser, et à partir de là, on va pouvoir donner à la personne la possibilité d'arranger plein de choses qui n'iraient pas dans sa vie tous les jours. Hein, insomnie, migraine, dépression, etc. Je renvoie sur mon site, il y a tous les domaines d'activité dans lesquels on peut intervenir avec la neurostimulation qui sont inscrits.